souhaiter la bienvenue à cette journée de dédicace d'un ouvrage, Hermestie, le dernier secret d'Akhenaton, publié par notre ami Abdoul Edouard Dia. Une sorte de surprise pour quelqu'un qui vient du monde de la finance, du monde des banques, quelqu'un qui est scientifique pur et dur, mais on le sait, la plupart des grands penseurs qui ont laissé leur marque dans cette histoire, dans notre monde, ça a été des scientifiques. Abdoul Edouard est un produit du terroir sénégalais. J'aime à lui dire que nous partageons le Kaolack, mon Kaolack natal. Et ça, c'est tellement vrai que dans un des passages de son ouvrage que je vous inviterai à voir, dans la zone, dans la rue où moi-même j'ai habité, je le vois décrire un déplacement vers un lieu sur la zone de Kasnack, entre la gendarmerie nationale qui est sur la route Dakar-Kaolack vers le cinéma ABC, une zone que j'ai traversée à toutes les heures de la journée. À un moment donné, il dit, tiens, je suis sûr que, ah oui, c'est Vieux Soumaré que j'aperçois là-bas. Vieux Soumaré, j'ai dit, mais ça, c'est la maison du vieux Abdoulaye Soumaré. Vieux Soumaré, c'est donc un fils ou un petit-fils du député Abdoulaye Soumaré. Et il a été ainsi très têtu dans la présentation de cet ouvrage, en étant le plus vrai, le plus précis possible dans la présentation des espaces et du temps qu'il nous décrit. C'est une journée donc de redécouverte avec un homme qu'on a vu ici au Sénégal, au lycée Vanvo, faire sa classe de terminale. Et je pense que notre ami et collègue Babacar Gaïfal, qui a été son professeur, va en parler. Après ce lycée, il est allé faire ses études dans le monde. Et tout comme on s'y attendait, suite à la bonne moisson des ouvrages du concours général, beaucoup se rappellent comment il a fait razzia sur tous les prix, sciences, philo, physique, et j'en passe. Et c'est donc tout naturellement qu'il va s'orienter vers les études scientifiques et mathématiques, après ce baccalauréat de série C obtenu ici au lycée Van. Il a suivi les classes préparatoires aux grandes écoles, ensuite des études de mathématiques financières dans l'une des meilleures grandes écoles en France, avant de décider de faire le saut vers les États-Unis et aller à l'université de Howard aux USA pour y étudier le management stratégique. Et c'est donc tout naturellement qu'il va débarquer dans le milieu de la banque. Plus de 30 ans, il a été banquier, faisant le tour du monde. Et donc je comprends mieux le tour du monde par notre ami Tcherno, le mathématicien. Il a eu une excellente expérience dans le domaine de la direction des banques, tant aux États-Unis, en Afrique qu'en Europe. Juste pour un fait, il a été fondateur et premier directeur général de UBA, Sénégal. Il a aussi travaillé à Citibank, à HSBC, à la Société Générale, à Ecobank et à la Banque africaine de développement. Je me demande, avec ce parcours de banquier, comment il a eu le temps de se lancer dans la fiction. Et quelle fiction? Hermestie, ou le dernier secret de Akhenaton, est une fiction qui mêle à la fois l'intrigue romanesque, les sciences, l'histoire, la philosophie et l'ésotérisme. Et c'est tellement imbriqué que je comprends la question que Sadakan lui a posée. Nous voulions mieux vous connaître. Qui êtes-vous? Ce livre que nous allons aujourd'hui rediscuter, que nous allons aujourd'hui dédicacer, est une invitation au voyage dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, il est allé très loin, jusque dans l'Égypte antique, du temps du pharaon Akhenaton, en passant par Byzance, la vieille Grèce, Constantinople. Et pour l'espace, je vous réserve l'Afrique, les Amériques. Quand je dis les Amériques, je pense au Canada, je pense également aux États-Unis, l'Australie, l'Europe,
et l'Asie. En lisant le livre, j'ai essayé de prendre quelques mots. Je dis, qu'est-ce que je peux dire en très court pour partager ma perception de l'ouvrage. Je pense que l'objet, un des objets majeurs, c'était de rapprocher les cultures, rapprocher les religions, rapprocher les peuples vers un universel commun. Selon cette fameuse théorie de Teilhard de Chardin qu'on a souvent vue dans son ouvrage, tout ce qui monte converge. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, lui et moi. Hein. Dans nos voyages à l'international, on s'est assis un matin à Cloudtime, dans le salon de Ethiopian Airlines. Rien ne me disait que c'était un Sénégalais, rien ne lui disait que moi-même je venais du Tchad, lui il allait au Ghana. Bref, le café autour d'une table, on a commencé à échanger et j'ai découvert que c'était un Kaolakois. On s'est parlé, on s'est perdu. Jusqu'à ce que nos enfants, nos propres enfants, nos fils, deux amis, nous aient remis ensemble. Et depuis, nous essayons de monter ensemble, de converger. Ce livre, donc, pour conclure, c'est vraiment une sorte d'invitation à l'élévation par le savoir et les convictions profondes. Et je dis bien convictions profondes. Parce que vous qui allez lire le livre, vous qui l'avez déjà lu, vous allez certainement sentir la tension qu'il veut installer entre la notion de conviction et la notion de certitude. Les certitudes peuvent être dangereuses, je suis sûr que c'est ça. La conviction se construit, elle se bâtit. La conviction, c'est vraiment la recherche scientifique. C'est accepter qu'il y a des espaces à reconquérir. Alors que les certitudes sont souvent aveugles, souvent dogmatiques. Je vais peut-être m'arrêter là pour dire que mon rôle sera très simple. Ce sera de vous présenter un peu le déroulé de cette discussion, de cette journée qui se trouvera son apogée avec la signature des dédicaces par Abdoul Edouard Dia, l'auteur, qui a publié ce livre il y a de cela juste 5 mois, qu'il a publié dans les éditions Baudelaire en France. Mais c'est un livre aujourd'hui qui se lit à travers le monde. Et nous sommes heureux que Dakar soit aussi la première étape à partir de laquelle une cérémonie pareille va se faire pour ce livre. Donc, tout à l'heure, quand on va prendre les interventions, nous avons voulu que El Hadj Amadou Kassé, qui est connu du Sénégal, un écrivain connu, pour avoir réalisé, pour avoir produit le livre Les Mamelles de Thiendella, un grand prix de la République en 1995. Mais moi, je l'ai connu plus comme le grand philosophe avec lequel on a fait aussi les études à la fac. Pendant que j'étais en lettres, lui, il était en philo, avec des amis communs. Et il a bien produit d'autres ouvrages comme Les Nuits du Salam, Clair du Sud, etc. C'est quelqu'un qui a gardé son activité dans le domaine littéraire et je suis heureux de le voir venir témoigner auprès de cet ouvrage. Nous avons aussi à côté de l'auteur, Madame Nicole Fossard, qui est donc sénégalaise, presque, parce qu'après 20 ans, on peut quand même essayer de trouver les moyens de vous. Mais c'est surtout un ami de la création, un ami de l'art, et tout à l'heure, pour ne rien faire, je vais peut-être lui donner la parole aussi, pour témoigner. Parce qu'on parlait de l'universel dans cet ouvrage, et peut-être on comprendra mieux en écoutant d'abord ces deux-là, pourquoi il est question d'universel El Hadj Nicole. Mais ici, nous sommes en famille, et nous ne pouvions pas. Et là, Abdoul Aziz a insisté, on l'appelle Abdoul Aziz, on l'appelle Abdoul Edouard, c'est cette tension dont on parle. M'a dit, moi je voudrais inviter 2 amis, parce qu'ils m'ont marqué. L'un, c'est mon professeur d'histoire-géographie, alors que j'étais en classe de terminale à Vanvo. Il se trouve que cet ami, c'est Babacar Gaye Fall, avec qui nous avons fait beaucoup d'étapes de vie.
non seulement comme enseignant, mais du temps où j'étais encore au FUNIAP, nous avons ensemble, avec M. Babacar Fall, ici aussi, travaillé à donner plus de contenu dans les éducations que nous donnons aux enfants pour les préparer à une vie de qualité. Et donc, je suis content vraiment de vous introduire. Nous avons aussi un des amis proches de Abdoul, c'est M. Lamine Diop, avec qui il a fait le milieu de la banque, avec qui il a travaillé dans les domaines de stratégie pour pouvoir renforcer les réussites de nos pays dans le domaine de la gestion bancaire. Il va parler de El Hadj, de ce volet que nous connaissons plus, mais je pense qu'il en dira des choses que nous n'avions pas, nous ne savions pas. En tout cas, merci d'être venu pour témoigner. Je voudrais remercier aussi, fond du cœur, au nom de Abdoul, qui le fera lui aussi, tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement ce samedi matin pour partager avec nous ce moment de découverte, ce moment de plaisir, parce que ce texte, vous en rendrez compte, ça donne du plaisir, le plaisir du texte, le plaisir du livre. Et sans rien tarder, je vais donc inviter le professeur Kassé. Alors, pour vous, avant de vous donner la parole, peut-être pour vous donner une idée de ce que nous avons concocté pour cette matinée, nous avons ces quatre interventions dont je viens de parler, et certainement après ça, nous aurons l'auteur pour ses propos liminaires, expliquer un peu, réagir peut-être à ce qui se disait. Et une fois qu'il aura fini, par courtoisie, pour vraiment le déplacement de ce public, nous avons prévu d'ouvrir pour 30 à 40 minutes des questions-réponses, hein, pour permettre justement d'interagir directement avec l'auteur, mais aussi avec les commentateurs qui sont là. Et cela nous amènera vers la cérémonie finale de dédicace. J'ai cru comprendre qu'on a placé aussi des ouvrages pour ceux qui n'en avaient pas. Certainement, la librairie a dû mettre en place un dispositif pour l'acquisition. Je vois Madame là-bas. Donc, sans rien tarder, on va donner la parole donc à M. Kassé. Et merci. Merci beaucoup, cher ami. Je pense qu'on m'entend très bien. Alors, merci beaucoup, cher ami. Je voudrais d'abord remercier notre ami Abdoul Aziz, et cher lui-même, pour la confiance et l'amitié qui m'ont fait d'être parmi ceux qui présentent Hermès T ou l'ultime secret d'Akhenaton. Je voudrais d'abord faire quelques considérations préliminaires. Parmi celles-ci, des remerciements appuyés à Madame Alia Meroué, qui a mis gracieusement cette salle à notre disposition. Madame Meroué est connue par la forte implication de sa famille dans l'animation intellectuelle à Dakar. Parce que la librairie Les Quatre Vents a été depuis des décennies un espace de rencontre entre les amoureux du livre et rencontre entre les amoureux du livre et le livre lui-même. C'était d'abord Ali Meroué, son père, et aujourd'hui elle, qui ont tenu le flambeau. Je lui dis souvent que tous les lieux de culture, de pensée et de créativité ont été transformés à Dakar en des lieux de nourriture, des shawarma, des restaurants, des lieux de commerce tout à fait quelconques. Et 80 reste encore au centre-ville, à Mermoz, sur la route de Ouakam, au centre commercial Si Plaza, des lieux où les idées circulent encore de façon tout à fait exceptionnelle.
Remercier également tous nos amis qui sont là et toutes nos amies, je devais commencer par là. Je disais à Aziz qu'il n'est pas très facile de mobiliser des gens le samedi, parce que c'est pratiquement le seul jour de repos, dimanche étant une demi-journée. Il mérite donc nos remerciements et évidemment l'expression de toute notre amitié. Deuxième considération, c'est par rapport à l'auteur lui-même. J'ai connu Aziz par l'intermédiaire de mon ami Cheikh Cissé. D'abord au téléphone, ensuite, comme on dit aujourd'hui, face to face. J'ai découvert chez le mathématicien et le banquier un homme de pensée. On oppose souvent la mathématique à l'art, parce que l'une est l'espace de l'objectivité rationnelle, des enchaînements logiques est nécessaire, l'autre le lieu de la sensibilité pure. Mais je pense que c'est Spinoza qui était que dans les mathématiques, il y a de l'éblouissement. Parce qu'au bout de la démonstration mathématique, il y a de la joie, il y a une beauté exceptionnelle et ainsi. Et c'est pourquoi je n'ai pas été étonné que Aziz, qui s'intéresse tant aux mathématiques, produise une œuvre littéraire de qualité. C'est un mathématicien, comme disait Cheikh, c'est un philosophe, c'est un homme de culture, et qui lira ce livre découvrira une immense culture scientifique, historique, littéraire, musicale, et j'en passe. C'est également un homme du voyage et de la rencontre. Et ce livre est justement un livre du voyage et de la rencontre. Voilà, donc, qui explique que Aziz nous ait produit Hermès T, ou l'ultime secret d'Akhenaton, et nous l'offre comme, je vais me répéter, comme une offrande du matin. Quelque chose qui peut nous éveiller à autre chose, au moment où justement nous sommes dans un monde à la fois diversifié et menaçant. J'y reviendrai très rapidement. Ce que j'ai lu pour en venir à ce roman, ce que j'ai lu d'abord, c'est que d'emblée, ce roman pose que le monde est irrémédiablement pluriel. J'aime cette constatation parce que moi-même, je crois que le monde est un multiple. Je dirais même comme un de mes maîtres en philosophie, un multiple errant, par sa diversité extrême. Et sa diversité dramatiquement éternelle, parce que nous ne pourrons jamais être les mêmes. C'est des mondes si différents, des mondes si singuliers, éternellement différents et singuliers, irrémédiablement parce qu'il n'y aura pas de retour ou d'élan vers le même. Donc ce n'est pas cela qui importe en termes de culture, en termes de religion, en termes de pays, de nation, de sexe, d'âge, de conditions d'existence. Parce que l'être humain lui-même est un faisceau de différences, un réseau de différences. On est tout à fait différent d'une circonstance à une autre.
Mais tout de même, et parce que je n'ai que 10 minutes pour aller vite, tout de même, il y a dans l'écoute attentive de cette diversité-là ce qui nous unit et que nous pouvons découvrir, ou ce qui peut nous unir et que nous pouvons créer. Et c'est cette écoute attentive qui nous prédispose à être dans l'ouverture, et d'abord dans l'ouverture d'esprit. Parce qu'en réalité, les choses se passent là. Dans cette conscience réflexive qui fait croire à chacun d'entre nous qu'il a un brin de supériorité par rapport aux autres. Et qui justement le pousse à cultiver plus la différence que la ressemblance. Le deuxième mouvement de ce roman, Hermès T ou l'ultime secret d'Akhenaton, c'est justement de poser qu'il peut y avoir une traversée des différences. C'est-à-dire que derrière les nécessités qui nous séparent, qui nous différencient, il y a un fil qui nous relie. À l'extrême fin du roman, notamment à la page 245-246, l'auteur écrit ceci, qui semble résumer un message de fond, et dont il dit que chacun peut le dire dans sa langue maternelle. Mais dès lors qu'un message est dissible dans la diversité des langues, ça veut dire qu'il comporte une part d'universel, une part de vérité. L'opération mathématique est indifférente parfaitement à la langue et à la conjoncture, mais également à la géographie, aux singularités, même si par ailleurs le mathématicien agit dans une singularité forcément, parce qu'il est sénégalais ou français ou grec ou tunisien, etc. Mais dès lors que surgit l'axiome ou l'équation mathématique, on n'est plus dans la singularité, on est dans quelque chose d'universel. Et Dieu merci, en quelques mois, on a beaucoup parlé d'universel parce qu'il y a mon maître et professeur Souleymane Bachir Diagne qui vient de publier un livre extrêmement intéressant que je recommande à tout le monde, Universaliser. Universaliser, c'est-à-dire traverser les différences. Universaliser, c'est-à-dire s'inscrire dans la traduction pour justement qu'entre le pulaar et le français, entre le grec et le romain, il y ait un espace commun de partage et d'appropriation de notre essence d'être humain, tout simplement. Alors, je voudrais donc vous lire très rapidement ce message qui se cache dans les différences. Cherchez l'énergie suprême, matrice incréée de l'univers, vers laquelle converge tout ce qui s'élève. Taylor de Chardin. Une même race humaine, guidée par la liberté de penser, l'égalité et la fraternité, la vérité et la justice. Toute vie est sacrée. Il y a en résonance la charte Mandé. Tout se passe comme si, en définitive, il y a des affinités électives entre toutes les aires de civilisation. Et cela n'est pas forcément dû au hasard. Il y a quelque chose de fondamentalement humain qui, au-delà des différences, relie les différents mondes dans lesquels nous vivons. Donc toute vie est sacrée pour l'équilibre et l'harmonie de la nature et des êtres animaux, végétaux, minéraux. Là également, il y a une conception cosmologique extrêmement intéressante parce qu'en réalité, le monde des humains n'est qu'une partie d'un monde global, n'est qu'un morceau
de monde global, comme dirait par ailleurs Spinoza, que Aziz aime bien, parce que nous discutons beaucoup de ces questions-là, notamment de notre amour commun pour ce que a pensé et a dit Spinoza. Et enfin, agir gratuitement, sans peur ni attente. Agir gratuitement, sans peur ni attente. Voilà, chers amis, ce que Thierno, Amadou, Emmanuel, Thiel, c'est tout un programme. En quelque sorte, porte comme message fondamental. Mais ce message, pour le reconstituer, il a fallu ramasser des fragments à Istanbul, avec Demet, à Paris, avec Jean-Louis de Noréga, avec Virgile à New York, avec Jonathan en Angleterre, etc. etc. Et c'est pourquoi ce roman-là nous fait voyager pour finalement se transformer en un roman de la rencontre. Et cette rencontre, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, peut être également un lieu d'universel, d'entente et d'harmonie, comme le veut l'auteur. Je vous remercie. Ce livre est extrêmement intriqué, avec des morceaux dont peut-être nous allons entendre certains avec Madame Nicole Froissart. Aujourd'hui, madame. Merci. Bon, si vous me le permettez, devant ce débat de haut niveau, je vais faire un témoignage qui est extrêmement personnel. Je voudrais d'abord remercier Moustapha Sen d'avoir organisé cette rencontre avec Abdul Aziz Dia, que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai abordé ce livre, je vais oser dire pratiquement sans intérêt. On n'entend pas derrière? Ah, plus fort. Ah, il n'y a pas de micro, le micro, il marche pas. Je vous autorise à vous lever. tu pourras rester là. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Très important. Bien, donc je disais que j'ai abordé ce livre au départ un peu comme un enfant qui va se jeter sur un jouet. Je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Et puis, je me suis rapprochée de l'auteur et je l'ai interrogé sur ce qu'il avait cherché à prouver. Il m'a répondu avec une simplicité déconcertante. Raconter une belle histoire qui tienne le lecteur en haleine. Partager du savoir, aussi bien dans le domaine scientifique, historique, philosophique, voire ésotérique. J'ai donc abordé ce livre avec légèreté, sans conviction. Mais dès le premier chapitre, me voilà prise au piège d'une incontrôlable émotion. Ces lignes me parlent et me raconte ma rencontre avec l'Afrique. Au fil de ma lecture, l'auteur va m'entraîner dans une réflexion plus exigeante, je devrais même dire une introspection troublante. Dans un continent qui bouscule le raisonnement cartésien, où plus rien n'est certitude, je comprends que je ne ressortirai pas indemne de cet ouvrage. Ma détermination va donc être définitive pour accompagner le projet d'Abdul Aziz Dia. Et nous avons commencé bien sûr à
travailler ensemble. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est de porter son ouvrage en France, puisque j'y suis régulièrement. Et nous allons commencer dès la fin du mois de janvier par une émission sur TV5 Monde. Et ce matin même, j'ai eu la confirmation qu'il aurait également une émission à la radio, je pense pendant un temps assez long, où il va pouvoir s'exprimer sur son ouvrage. Ce que je peux dire, c'est que, effectivement, au-delà des voyages, au-delà de l'aspect historique que l'on retrouve dans ce livre, il y a vraiment un aspect philosophique, humain, extrêmement profond. Et au fil du temps, au fur et à mesure que l'on lit et que l'on relit, on avance et on trouve des choses merveilleuses. Donc, je veux vraiment remercier l'auteur, remercier aussi Moustapha Sen qui m'a permis d'entrer en contact avec lui et vous remercier d'être là. Après ces deux premiers témoignages, nous voudrions peut-être entendre maintenant ces deux premières réactions, des témoins qui ont rencontré quelque chose, juste 2 secondes. Oui. Juste 2 secondes de micro. Oui. Alors, il n'était pas prévu que je... On attend de savoir. C'est bon, allez. Vous voulez bouger. Vous m'entendez derrière? Non, vous parlez. Oui, Ah, c'est pour la parle. Ok, d'accord, très bien. Moi, je pensais que c'était le micro derrière. Bon, il n'était pas prévu que je parle à ce stade, mais je voudrais raconter une petite anecdote en ce qui concerne Nicole. Alors, dans le livre, j'ai parlé d'un mathématicien célèbre qui s'appelle David Hilbert. Peut-être les mathématiciens dans cette salle sauront qui c'est. C'est l'un des plus grands mathématiciens. Il est mort en 1943 en Allemagne, mais un très très grand mathématicien. Il s'appelait David Hilbert. Alors, quand j'ai écrit ce livre, j'ai raconté une anecdote le concernant et aussi une opposition, j'allais dire, intellectuelle entre lui et un autre très grand mathématicien qui s'appelle Kurt Gödel. Bon. Alors, il se trouve que Nicole, que je ne connaissais pas pendant que j'écrivais le livre, est l'arrière-petite-fille de David Hilbert. Hasard complet. Est-ce que le hasard existe? Merci. Babacar Gaye, Fall, cher ami, je pense que vous avez été le professeur de l'enfant. On va vous écouter d'abord. Rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir amenés ici aujourd'hui, dans cette salle, cette bibliothèque. Elhadj, qui connaît très bien Dakar, nous a restitué un peu notre Dakar. Le Dakar des années 70 à 80, nous étions étudiants. Effectivement, bon, le Dakar de la culture. Quand on descendait allègrement l'avenue William Ponty, parce que nous on dit encore Ponty, même si c'est Pompidou, c'est la même chose. On pouvait voir 2 librairies célèbres. La librairie Africa, je crois, et la librairie universitaire, je pense. C'est comme ça qu'elle s'appelait. Parce que nous, étudiants, on était des rares de bibliothèque. Parce qu'on avait de l'argent, on n'achetait pas des chaussures, on allait chercher des que sais-je, des livres, d'abord. Et puis il y avait aussi des magasins de luxe sur Ponty. Bref, Ponty était une avenue française culturelle. Malheureusement, elle est devenue alimentaire. Ça, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Au-delà de Ponty, je pense qu'il y a toute une évolution des rapports à la culture et au savoir dans notre pays. Aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. Donc, je voudrais encore une fois rendre grâce à Allah. C'est un jour de souvenir. Hein? Et dans cette salle, quelqu'un l'a dit, effectivement, la qualité des personnes conviées ici pour Aziz et par Aziz
témoigne de la qualité d'Abdul Aziz lui-même. Nous sommes là dans un terreau. J'ai vu ici des personnes qui heureusement sont là. Ils ont une très longue vie parce qu'ils entretiennent la flamme du rapport au savoir. C'est la grande question que nous devons régler dans notre pays, à mon avis, entre autres. Abdul Aziz m'a fait l'honneur, comme il a toujours fait d'ailleurs. M'a fait plaisir d'être un très bon élève, dans une très belle classe. Un enseignant, ce qu'il peut rêver de mieux, c'est d'avoir de bons élèves. Ça lui permet de s'élever et de s'épanouir en tant qu'enseignant. Le double plan didactique, pédagogique, humain et tout. Pour des gens qui avaient choisi l'enseignement comme métier, comme vocation, comme métier. Abdul Aziz Edouard Dia. Familièrement, on l'appelait Aziz. Tout le monde dans la classe, dans le lycée. Il était accessible, bien sûr. Ça, je reviendrai sur Abdul Aziz en tant que tel. Mais il m'a fait le plaisir d'abord d'avoir lu le manuscrit de son livre avant la publication. Ça, c'est extraordinaire. Je disais. Mais j'avais un problème parce que j'avais des difficultés à le suivre. Entre la fiction et la réalité d'un personnage que je connais, j'avais des problèmes. Heureusement, tout à l'heure, le philosophe, mon frère, et Chartian ont sorti l'essentiel, la quintessence de l'ouvrage. Mais ce livre, je vous assure, chaque page de ce livre est un livre. Je vous assure. On met du temps à le lire, moins parce qu'il est bien écrit, il est même trop bien écrit, mais parce qu'on s'arrête forcément à des situations qu'on a tendance à vouloir développer. Comme il a dit, il a écrit avec plaisir. Je vous assure que c'est un plaisir de lire ce livre aussi. Ça, c'est la première fonction, la facilité à accéder à, disons, à la quintessence de ce livre. Mais ce livre est assez original, hein, je vous assure, dans sa démarche, comme dans son écriture. Alors ça, on pourra encore développer à ce niveau-là. Mais il y a plusieurs aspects que je voudrais aborder dans ce livre, avant de venir à Abdul Aziz et de ma rencontre avec Abdul Aziz, qui se poursuit aujourd'hui. Quand on lit le livre, on a l'impression que c'est une douce encyclopédie. On refait sa culture générale. Moi, le professeur de géographie, je me revois encore dans les pyramides de l'Égypte ancienne que je lui ai enseigné. La Grèce, Byzance. Bref, j'ai l'impression de refaire le tour de mon programme d'histoire et géographie de la 6e à la terminale. Il me ramène là. Et cette fois, dans une dialectique extraordinaire, c'est lui le maître. Pas le philosophe, la dialectique du maître et de l'esclave. Cette fois-ci, c'est Abdul Aziz qui devient le maître. Et je suis heureux d'être un élève d'Abdul Aziz en le suivant dans sa pérégrination. J'ai un problème parce que parfois, quand j'écris des choses, j'ai des difficultés à les lire. Donc, je parlerai de manière assez émotive parfois et vous me comprendrez. Vous comprendrez aussi qu'on ne peut pas tout dire d'Abdul Aziz et de ses livres aujourd'hui. Donc, il faudra faire des choix. Alors, la première lecture que j'ai eue et qui a été confortée par la suite, c'est d'abord le personnage de Cherno Hills. Et la capacité d'Abdul Aziz à restituer Cherno Hills. Je comprendrai par la suite clairement que dans un effort de psychanalyse, peut-être, que Abdul Aziz avait un problème. Je pose la question, a-t-il vraiment tué le père au sens du complexe d'Édipe? En tout cas,
est tellement admiratif de Thierno-Is que j'ai l'impression qu'il a ressuscité pour partager avec nous le parcours de Thierno-Is. Donc là, il y a là une capacité mémorielle et sensorielle d'Aziz sur les traces de l'île à restituer les couleurs et vie du cadre naturel d'un pays de grand froid où Ils a vécu et où il porte. Son récit renvoie aussi aux promeneurs solitaires d'automne. C'est extraordinaire comment il passe de ce milieu sahélien à ce milieu froid. Et nous partageons aussi notre lecture de Lamartine à ce niveau-là, Aziz et moi. Quand Lamartine dit « Salut bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars, salut dernier beau jour du deuil de la nature, qui convient à la douleur mais plaît à mon regard. » Et puis ensuite, on le retrouve plus loin, dans l'environnement justement désertique, des marigots asséchés des pays sahéliens. Il passe allègrement d'un milieu géographique à un autre. C'est extrêmement important pour le géographe et historien que je suis. Pour le reste, il va nous promener, bien sûr. Mes prédécesseurs l'ont dit. C'est une croisière à travers le monde. Les continents, les cultures, des humanités gréco-latines, ses propres humanités coraniques, l'Égypte pharaonique, l'antériorité des civilisations noires confirmées, l'architecture byzantine, etc., etc. Il le sait non seulement à part des livres, mais par le voyage, comme quelqu'un a dit. Les musées, les églises, les mosquées ont ouvert leurs portes à Abdoul Aziz. Première conséquence, la confirmation de ce que les autres ont appelé le multiculturalisme. Consiste à quoi? Je cite, transcender les croyances, les races, les cultures pour aspirer à s'élever. Et c'est là où on devient philosophe malgré soi. Quand ils disent, citant Théodore de Chardin, tout ce qui monte converge. Effectivement, on se retrouve à ce niveau-là. Mais, quand on a fini de monter et de converger, il faut continuer à monter et cette fois-ci, il faut aller vers l'absolu. C'est pourquoi Théodore de Chardin dira aussi, je vais vers celui qui vient. Et la rencontre, c'est le point oméga, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il y a une nécessaire spiritualité. Et Aziz nous a conviés à travers le parcours de Ils à la spiritualité, qui est en dernière instance le dernier fondement véritable de la vie. Et dans cette spiritualité, j'ai été ému en relisant la sourate El-Khaf et la pédagogie par laquelle il nous reconduit dans ces sourates que nous avons le plaisir de lire tous les vendredis, comme une revivification de la sagesse qu'il faut redécouvrir à travers cette sourate. Tout comme les efforts de recherche et la découverte de la tombe de Toutankhamon. Cela dit, vous comprendrez que j'étais heureux de voir à la télévision Salakan, et puis j'ai vu Elhadj. J'ai dit ouf, heureusement, c'est pas n'importe qui peut présenter ce livre-là. Le philosophe, et là vous me permettrez ça, de rendre un hommage à mon professeur de philosophie. Il s'appelait Sémou Pathé Gueye. Nous avons été les premiers élèves de Sémou Pathé Gueye en 73-74 au lycée fédéral. Notre rencontre avec Sémou nous a élevés à un autre niveau de la pensée. Je lui ai rendu un hommage au nom de tous mes camarades de classe, qui a été publié dans Le Soleil et dans le Pays. Je me suis rendu un hommage à un éminent professeur, le professeur Doudou Diène, qui était également notre professeur au lycée fédéral.
Parce que quand il a été rappelé à Dieu, dans la presse, on a parlé de Doudou Diène, le journaliste. Je dis non. Doudou Diène, c'est d'abord l'enseignant, le professeur émérite d'espagnol. Et c'est ça que j'ai voulu restituer. Donc aujourd'hui, Aziz a une manière singulière de rendre un hommage à son maître, à ses maîtres. Parce qu'au-delà de moi, nous étions une collectivité qui ont contribué à sa formation et à la formation des autres. Mais ces hommages-là, à Sémou, paix à son âme, et à Doudou, je les ai fait lire à mes anciens élèves pour qu'ils comprennent d'où je viens, qui je suis et pourquoi je me réclame de ça. C'est peut-être la raison pour laquelle c'est dans ce filon-là qu'Abdou Aziz a pu développer sa relation avec moi. Alors, je ne sais pas, parce que les contraintes de cette séance, je suis à la fois heureux et forcément ému. Abdou Aziz Edouard Dia, dans une classe, vous le rencontrez pour la première fois. Il vous donne l'impression d'être un enfant échappé de la fameuse toile de Michel-Ange sur les enfants. Parce qu'il refuse d'être chosifié. C'est un homme actif. Il ne peut pas être dans une toile, il est dans la société. C'est mon interprétation de ça. Et j'ai gardé ce rapport extraordinaire avec ce garçon, attentif. Ses qualités, elles sont multiples. La première, c'est l'humilité, la modestie, la simplicité. Tout ça, ça va dans le même sens. Aziz est gentil, courtois, mais il est d'une rigueur scientifique à nulle autre pareille. Il est ferme dans ses convictions et il a une vivacité d'esprit qui vous frappe tout de suite. Je l'ai eu en face de moi pendant une année. Et rassurez-vous, j'étais un jeune prof. Cheikh Tidiane vous le dira, nous étions ensemble au lycée Limamoulaye. Puis on m'affecte au lycée Vanvo, en pleine effervescence, en novembre 85. Dans une classe de terminale C, une classe spéciale, où on avait un programme spécial de mathématiques et de sciences physiques en expérimentation. Dans un lycée où 70% des enseignants sont des expatriés, nous avions un double défi à relever. Et moi, quand j'arrivais dans cette classe, vous imaginez des élèves de terminale C qui, après avoir été lessivés par le cours de mathématiques, de sciences physiques, de sciences naturelles, le pauvre, j'arrive à 17h, et puis je dois leur enseigner l'histoire de la vie. Alors, il fallait avoir une autre démarche pédagogique, eh bien, pour les amener à me suivre. C'est peut-être sans doute ce style assez particulier qu'ils ont retenu de moi et qui me a rapproché d'eux. À un point que je vous décrirai encore sur plusieurs ans. En écrivant, Aziz se fait d'abord plaisir, il a dit. Et puis sa culture est vraiment... Moi, j'étais surpris par l'étendue de la culture d'Abdou Aziz Edouard Dia. Mais ça, il a construit très tôt, hein. C'est pas seulement arrivé à la banque, non. Déjà, dans tout son cursus, il avait lu les classiques. Il a fait ses humanités. D'arriver à la philosophie. Le problème des philosophes, l'enseignement de la philosophie, c'est que quand les profs de philosophie arrivent en terminale, ils trouvent des élèves qui n'ont pas de socle. C'est une difficulté. Alors ils sont malheureux. Les philosophes, ils sont comme les poètes. Comme disait l'autre, le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. N'est-ce pas, l'âge, la difficulté à communiquer. Ils sont obligés. Heureusement que, quelque part, un philosophe, par l'œuvre magistrale par laquelle nous sommes rentrés avec Sémou, l'idéologie allemande, Marx, dans la 11e thèse sur Feuerbach, disait: les différents philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, il s'agit de le transformer. Donc là, il faut descendre dans la praxis pour parler aux gens en langage qu'ils peuvent comprendre.
Et j'ai trouvé une phrase. La plus belle, certainement, de ce livre, c'est « Laissez éclore les bourgeons de l'arbre de sa vie ». Chacun d'entre nous a un potentiel à exprimer quand les conditions sont réunies. J'ai aussi aimé la rencontre mystique entre Thierno et Seck Braya. Un observateur, Aziz est un observateur au laser qui passe au cube les jolies choses de la vie. Aziz est positif dans sa démarche. Et enfin, pour ne plus vous ennuyer davantage, je vais juste laisser parler l'histoire et la documentation. Mais j'ai eu le bonheur, quand Aziz m'a appelé avant-hier, de tomber sur la première lettre que Aziz m'a écrite en 1987. Abdelaziz, est-ce que tu peux me faire le plaisir, et ça c'est peut-être un devoir, de te relire? C'est un devoir. Tu vas te relire. Il m'a écrit ça en 87, il était en France. Mais Aziz, relis-toi. À haute voix. Ah oui, ça, c'est le maître. Il demeure le maître à vie. Bien cher Monsieur Fall, cette carte pour vous témoigner mes pensées les meilleures, ainsi que mon estime et mon admiration, sans réserve. On m'a transmis le livre que vous m'avez si gentiment offert et qui m'a profondément touché. Je le garderai avec attention comme une marque d'amitié et de sympathie. Cette année scolaire se termine bientôt, le 20 juin, et il me tarde de me reposer un peu car j'ai vraiment bossé dur cette année. Plus que 3 semaines à tenir et ce sera fini. À part cela me ferait plaisir d'avoir votre adresse personnelle comme ça si je viens à Dakar cet été. Je pourrais passer vous dire bonjour. Cher Monsieur Fall, soyez assuré de mes pensées et de mes sentiments les meilleurs, ainsi que de mon respect le plus profond. Affection. Voilà. Ah oui, j'ai mis un post-scriptum. Ça, c'est une archive précieuse. Ça témoigne de la qualité de ma relation avec Abdelaziz et c'est la constance. Quand j'ai relu comment il a dédicacé, la dédicace qu'il m'a faite du livre, je retrouve les mêmes mots. 1987, imaginez, c'est un plaisir. Je ne peux pas dire plus. Et Abdelaziz n'était pas le seul. J'ai également la lettre de Malik et de Denise, qui était à Grenoble, et Malik qui était également à Paris. Et dans chacune de ces lettres, tu verras Aziz, et ils se parlent entre eux. Et ils m'ont dit, monsieur, vous nous avez demandé de garder le contact. En effet, malheureusement, je n'ai pas retrouvé cette lettre. Aziz connaît cette fameuse lettre. C'est ma fameuse lettre à la TCA 86, qui fera un jour l'objet d'un partage. Je suis tellement fasciné par ma rencontre avec cette classe que j'ai écrit une lettre dessus 2 ou 3 pages. Et je l'avais adressée à Denise pour l'ensemble de la classe. C'était pour rappeler les valeurs à partir desquelles ils ont été construits et la mission qu'ils devaient continuer à jouer pour la construction de ce pays et de la qualité d'enseignement. Je vous remercie. Merci infiniment. Je ne peux pas te payer. C'est vraiment avec une profonde émotion que je prends la parole pour rendre hommage à Aziz. Nous l'appelons Aziz dans notre jargon. Je pense que mes collègues sont là. Aziz est mon ancien patron. C'est un ami et je le considère également comme mon frère. Plus fort. Et Fred, merci. Vous m'entendez maintenant? Parfait. Voilà. Donc je disais que c'est avec une grande émotion que je prends la parole pour rendre hommage à Aziz. Aziz, c'est mon ancien patron, c'est un ami et également c'est un frère pour moi. Cela fait plus de 16 ans que je connais Aziz. Notre première rencontre
C'est suite à sa visite en Guinée. Il venait de rejoindre Ecobank. Et après quelques semaines, il a visité Ecobank Guinée. Donc, comme à l'accoutumée, et fidèle à son style de leadership, malgré son rang, parce qu'il était directeur de la trésorerie du groupe à l'époque, Aziz tenait à chaque fois à rencontrer chaque membre de l'équipe. Et il faisait pareil dans les 34 filiales Ecobank, où Ecobank est présente. Cette démarche appréciée de tous est devenue pour moi une pratique que j'ai moi-même adoptée. Donc lors de son tour pour le rencontrer, Aziz m'a surpris en me lançant d'un ton clair et naturel, en Wolof. Que fais-tu ici? L'œil de fille. Donc vous imaginez, hein? Pris de court et un peu surpris par ses origines apparentes. Vous le voyez, hein? Il est blanc. D'accord? Je lui ai répondu, demain ligué, je travaille. Et avant de lui demander, mais où est-ce qu'il avait appris le Wolof? Et ça, c'était le début d'une collaboration professionnelle qui allait durer 11 années mémorables. Donc ça fait 11 ans qu'on a travaillé ensemble, Aziz et moi, et ça fait 16 ans qu'on se connaît. Et durant ces premières discussions, Aziz nous a parlé d'éléments assez frappants. Je vais le dire en anglais avant de le traduire en français. What you cannot control, you can't manage. What you cannot measure, you cannot manage. What you can't manage, you can't control. Et ça, je dirais que ça m'a façonné durant toute ma carrière, jusqu'à là où je suis en ce moment. Ce que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas le gérer. Et ce que vous ne pouvez pas le gérer, vous ne pouvez pas le contrôler. Sous la direction d'Abdulaziz, la banque et son équipe ont été transformées. Sa rigueur, sa discipline et sa quête constante de l'excellence sont devenues une philosophie pour nous tous. Chez lui, la médiocrité n'avait pas sa place. C'était un véritable crime. Tout le monde le savait. Si tu veux travailler avec Aziz, tu veux être dans son équipe, il faut être excellent. Il nous a amenés à être excellents, nous tous. Aziz est pour moi et pour nous tous bien plus qu'un leader. C'est un mentor. C'est un coach. C'est un formateur. Son équipe qu'il a patiemment bâtie et développée continue aujourd'hui de briller. Nous sommes fiers de compter 5 directeurs généraux et de groupes membres du cercle des dirigeants au plus haut niveau de la banque, sans compter les dizaines de directeurs régionaux et de filiales. Sans oublier ceux qui poursuivent leur chemin ailleurs. Aziz, tu peux être fier de toi. Nous sommes fiers de toi. Ta rigueur nous a forgés et ta générosité dans le savoir que tu partages tous les jours continue d'inspirer nos pas. Une chose est sûre, à cause d'Aziz, beaucoup d'entre nous ont passé de longues années dans la banque. Vous savez, il était tellement inspirant qu'il devenait difficile d'imaginer de partir. La vraie question qui nous hantait à chaque fois qu'on voulait démissionner, il nous est arrivé d'avoir d'autres opportunités, c'est comment allons-nous dire à Aziz que nous voulons partir pour une autre entreprise. Ça, c'était un problème. Et ça fait maintenant bientôt 17 ans que je suis dans la banque. C'était difficile de le voir dans les yeux et lui dire on veut partir. Il avait ce don de créer un environnement où on voulait rester, apprendre et grandir, même face aux opportunités extérieures. Mais au-delà de son professionnalisme, c'est son humanisme qui m'a le plus marqué. Moi, personnellement, et je pense que beaucoup diront la même chose. Aziz ne se contentait pas
de nous guider dans nos carrières. Il veillait aussi pour nos vies personnelles. Ses conseils allaient bien au-delà de la sphère professionnelle. Ta famille doit être ta priorité, Lamine. Je me rappelle. As-tu construit une maison, Lamine? Ta maison est prête? Bon, maintenant il faut t'apprêter à faire d'autres investissements. Insistait-il. Grâce à lui, j'ai compris l'importance de planifier et d'investir pour l'avenir. Même avec un agenda chargé, il trouvait toujours le temps de poser des questions et de prodiguer des conseils, qu'il s'agisse des finances, de vie familiale ou de religion. Il faut également souligner cependant une facette particulière de son caractère, comme c'est le caractère de la plupart des grands hommes. Aziz est têtu, c'est vrai. Mais ce qui le distingue, c'est qu'il est toujours prêt à demander des avis et à les considérer avec sérieux. Il te demandera toujours, qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de là. Même si après il peut prendre une décision différente, mais il discutait avec tout le monde. Même s'il a des convictions fortes, il l'écoute attentivement et intègre les points de vue qu'il juge pertinents, ce qui fait de lui un leader équilibré et réfléchi. Lire son livre m'a personnellement replongé dans ces discussions captivantes et enrichissantes qui était devenue presque une addiction pour moi. C'est quelqu'un qui prenait toujours le temps de discuter avec nous de la religion, de parler un peu de comment il voit la religion, de ne pas avoir peur de Dieu. Au début, avec tous les dogmes que nous avons au Sénégal, la première fois, Aziz m'a dit, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Je dis, mais il raconte quoi? Mais au fur et à mesure des discussions, j'ai compris. Merci beaucoup, Aziz, pour ta gentillesse, ta sagesse et ta générosité dans la transmission du savoir. Merci d'avoir été un patron juste et exigeant, un ami fidèle et un frère de cœur. Ta plume, tout comme ton leadership, inspire et enrichit. Félicitations pour cette nouvelle aventure littéraire qui, je n'en doute pas, marquera autant qu'elle touche. Avec gratitude et respect. Merci beaucoup, mon frère. Donc on a beaucoup entendu parler de Alioune à la troisième personne, Abdoul Aziz à la troisième personne. Merci Alioune pour le témoignage. Merci Babacar. Merci à Elhadj Kassé et à Nicole. Peut-être maintenant c'est l'occasion d'entendre le jeu se dévoiler un peu plus, bien qu'on le sait. Les écrivains ont cet art d'exposer tout en se cachant quelque part dans un écran. Parlez-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Remercier d'abord Alia qui nous accueille ici dans la librairie. Alia, merci beaucoup pour le soutien constant que tu m'as apporté, que tu apportes au monde littéraire, pour ta gentillesse, ta bonne humeur et ta disponibilité. Également remercier M. Cheikh Tidiane Cissé, ici présent, et M. Elhadj Amidou Kassé, qui, venant du monde de la banque et ne connaissant pas le monde littéraire, depuis les 5 mois que le livre est sorti, qui m'ont tenu la main, qui m'ont amené dans le monde intellectuel et littéraire sénégalais, que je découvre et j'apprends comme un novice. Et je les remercie vraiment pour leur temps, leur disponibilité. Merci beaucoup. Pour leur temps, leur disponibilité et l'énergie vraiment qu'ils déploient. Je voudrais également remercier Moustapha Sen, qui est discrètement assis derrière avec son bob. Merci beaucoup Moustapha, vraiment merci. Merci à toi aussi Nicole pour ta gentillesse. Merci vraiment d'être venu. Vous êtes des soutiens discrets sans lesquels je pense que je ne serais certainement pas là aujourd'hui. En tout cas, on ne parlera pas de ce livre. Je voudrais également remercier la presse.
parce que ce soit Sénéweb ou ITV ou RFM ou 2STV, et je pense particulièrement à Sadakan, qui a eu le plaisir de m'inviter dans son émission. Je remercie vraiment, même s'il n'est pas là. Je voudrais également remercier Adam Ndiaye, le rédacteur en chef de Sénéweb. Également M. Moka, qui est là, Camara. Merci beaucoup du Soleil, merci beaucoup pour l'interview que tu m'as gentiment donnée. Je pense également à Vieux Savané, M. Vieux Savané de Sud Quotidien. Savané qui fut mon prof de philo d'ailleurs en terminale. Et je me souviens des discussions que nous avions, lui et moi. Je me souviens encore des discussions sur l'épistémologie, les mathématiques justement entre les déterministes et les probabilistes, etc. Ça, il y a fort longtemps, en tout cas, je le remercie même s'il n'est pas là. Je voudrais également remercier mes anciens collègues du milieu bancaire, Lamine, Faisal, Amadou et d'autres qui sont là, Alioun. Nafi Touré, t'es là? Voilà, merci beaucoup vraiment d'être venu. C'est vrai que j'ai quitté le monde bancaire, mais voilà, après 30 ans d'expérience bancaire, c'est difficile de se détacher complètement. Également, les lecteurs et les amis anonymes, mais qui ne le sont plus maintenant, qui sont venus ce matin. C'est vrai que vous êtes réveillés tôt pour venir pour cette cérémonie. Je vous en remercie beaucoup, vraiment du fond du cœur. Et croyez-moi, les remerciements que je fais ne sont pas du tout protocolaires. Vraiment, je l'ai dit avec beaucoup de candeur et beaucoup de sincérité. Beaucoup de sincérité. Je souhaiterais également remercier Kao, M. Fadel Dia, ici présent. Merci beaucoup vraiment d'être venu. J'apprécie énormément. M. Alioun Sall. Je voudrais également remercier M. Mabigengom, M. Babatop. Je voudrais remercier vraiment sincèrement, si je le pouvais, je le ferais individuellement pour chacun d'entre vous. Des anciens camarades de classe de la terminale, Sering Bey qui est là, Roland Kameni, Aliou Arazim. Merci vraiment à vous tous. Hassan Kébé. Hassan Kébé, il est où Hassan? Il est parti. Ah oui, il était là, oui, il est parti. Il est parti. Je voudrais également remercier les quelques lecteurs de mon manuscrit que j'ai envoyé, à qui j'ai envoyé mon manuscrit, avec toutes les fautes, toutes les imperfections qu'il contenait, et qui l'ont lu, qui m'ont fait des remarques, qui me sont revenus et qui m'ont permis d'améliorer mon manuscrit. Vraiment, mes amis ici présents, Babacar, Lamine, vous tous, mes anciens professeurs. Je me souviens à l'époque, quand j'étais au CE2, j'avais fait une rédaction, et mon ancien instituteur qui s'appelait Jean-Marie Titi, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, il avait apprécié ma rédaction, il m'avait dit « Aziz, un jour tu écriras un livre ». J'aurais souhaité qu'il soit là aujourd'hui pour que je lui dédicace un livre. Remercier également ma famille qui est ici présente, mes petits-enfants, mes enfants et mon épouse qui est là, qui a eu qui a dû lire 100 fois mon manuscrit. Merci beaucoup. Elle a dû lire 100 fois mon manuscrit, me faire des corrections sur le fond, sur la forme. Et elle a bien fait surtout de me... Voilà. Et enfin, dans ces remerciements, je souhaiterais associer deux personnes à qui j'ai dédié ce livre et qui ont trop tôt atteint les rivages de l'autre vie. Il s'agit de ma grand-mère, Kourouyeya Tchernomolle Touré, et de ma mère, Elena Mikhaïla Stoyanov. Excusez-moi. Alors, pour parler rapidement du livre, parce que... Alors, j'essaierai de ne pas être trop long, parce qu'après, on va faire une séance de questions-réponses. Je serai ravi vraiment de répondre aux questions. Ce livre m'a été inspiré après un voyage que j'ai effectué. Et alors, j'étais assis à côté d'un monsieur. C'était en avion. Et puis, il a sorti son iPad. Et il commençait à faire défiler des images, des photos. Alors, avec un regard oblique et non moins malsain, j'ai vu des photos de mathématiciens. J'ai vu David Hilbert, dont j'ai parlé, j'ai vu Alex Grothendieck, j'ai vu Grégory Perelman, et j'ai vu certains philosophes, Spinoza, etc. Je dis, tiens, ce monsieur, quand même, c'est assez
c'est quelque chose d'assez abscon quand même de voir dans un avion quelqu'un voir des images de mathématiciens. Puis bon, voilà, quand il a fini, très gentiment, je lui ai demandé, je dis bonjour, etc. Et excusez-moi, j'ai vu des photos, qu'est-ce que vous faites, etc. Il m'a expliqué qu'il était étudiant. Il était étudiant en classe préparatoire et que voilà, il préparait l'agrégation. Donc je dis très bien, puis on a commencé à discuter. Et lorsque le voyage a fini, je lui ai dit, j'ai demandé son nom. Il m'a dit qu'il s'appelait Hermès. Il était d'origine grecque. Hermès, mathématique, philosophe. J'ai tout de suite pensé à Hermès Trismégiste. J'ai toujours été intéressé par ce personnage. Nous en parlerons après si vous voulez. Et je lui ai demandé, mais dans quelle école tu es en ce moment? Et il m'a cité le nom de l'école qu'il fréquentait. Et c'était justement l'école où j'ai fait mes classes préparatoires 35 ans auparavant. Et là, ça fait clic dans ma tête. Ça fait clic dans ma tête parce que le livre, justement, commence par cela. Ça fait 35 ans que je t'attends. Je savais que tu viendrais ici me retrouver sur ce banc et que nous aurions une discussion philosophique. Voilà d'où m'est venue, si vous voulez, l'inspiration du livre Hermès. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Et pour ne rien vous cacher, j'ai mis 3 mois à l'écrire, pas plus. Pendant que j'écrivais ce livre, j'avais 3 objectifs en tête. Ou alors j'étais plutôt guidé par 3 motifs impérieux. Le premier, c'était d'abord de transmettre le plaisir de l'écriture. J'ai du plaisir à l'écrire et j'ai voulu transmettre ce plaisir au lecteur. J'ai voulu que le lecteur ait une histoire, une belle intrigue à lire. Et je pense que c'est peut-être aussi, quelque part, le plus important dans un livre. Au-delà des aspects de raisonnement logique, etc., je pense que le lecteur doit avoir du plaisir à le lire. Donc ça a été mon premier impératif. Le deuxième objectif, c'était un partage de connaissances. Un partage de connaissances, je souhaitais que le lecteur, à la fin du livre, puisse se dire « j'ai appris quelque chose ». J'ai appris quelque chose dans ce livre. Alors ça peut être des mathématiques, de l'histoire, de la musique, de la philosophie, de l'ésotérisme, des sciences, etc. En tout cas, voilà. Pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont le lire, vous verrez qu'il est assez éclectique dans les domaines qu'il couvre. Le troisième et dernier aspect de ce livre que j'ai voulu transmettre, c'était un questionnement. C'était un questionnement ou plutôt susciter des interrogations sur les certitudes que nous avons accumulées dans nos vies. Et comment faire pour transformer ces certitudes en convictions? Parce qu'à mes yeux, il y a une différence entre les deux. Au fond, c'est un phénomène de déconstruction. Comment déconstruire, pour parler comme Lacan, comment déconstruire des certitudes pour les transformer en convictions? À mes yeux, et nous pourrons en discuter, une certitude en physique, c'est comme un équilibre instable, alors qu'une conviction est un équilibre stable. Un équilibre stable, c'est un équilibre qui est instable, c'est un équilibre qui se trouve sur une crête. Vous voyez, quand vous imaginez une boule, une bille, que vous mettez sur un cône comme ça, sur une crête, il est en équilibre, mais c'est un équilibre instable. Le moindre mouvement le fera partir. Il me semble que ça, ce sont les certitudes. Et d'ailleurs, c'est tellement instable qu'on s'accroche souvent à ces certitudes, et les certitudes entraînent souvent la violence. On est souvent violent quand on n'a plus de mots. On n'a plus de mots lorsqu'on met les certitudes à l'épreuve du raisonnement. Une conviction, c'est différent. Une conviction, c'est soit une certitude qu'on a réfléchi, mûrement réfléchi, déconstruit pour en arriver à quelque chose. Peut-être que ce sur quoi on arrive revient à la situation initiale. Là, la certitude devient conviction. Mais peut-être aussi que c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut oser. Il faut oser. Ne pas avoir peur. Comme le disait le pape Jean-Paul II quand il a été, voilà, il y a 40 ans, n'ayez pas peur. Je pense qu'il faut peut-être se lancer, oser de temps en temps, mettre ses certitudes justement au feu du raisonnement et en sortir quelque chose. Donc ça, si vous voulez, c'était le troisième but du livre. La méthode d'écriture a été... j'ai découvert une vraie aventure en écrivant. Si vous voulez, les 10 premières pages, c'est moi qui les ai écrites. C'est ma main qui a écrit les 10 premières pages. Mais les 240 autres pages, c'est le livre qui s'est écrit lui-même. Et ce n'est pas un effet de style que j'essaie de transmettre. C'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Et je suppose que beaucoup de gens qui ont écrit des livres ici ont peut-être dû ressentir la même chose. On commence par écrire quelque chose, mais après le livre, si vous voulez, il vous entraîne dans une direction. Il faut le retenir.
Il va à gauche, retenez-le. Il va par là, retenez-le. Et discutez avec lui. Des fois, vous avez raison. Des fois, le livre a raison. Ainsi de suite. En fait, le livre, c'est un continuum de discussion, voire même des fois de combat qui vous entraîne quelque part où peut-être vous n'avez pas pensé aller. Et par contre, l'intérêt, ou j'allais dire la surprise, c'est que la fin du livre est toujours plus belle que ce que vous l'avez imaginé. Et ça, c'est une aventure vraiment que j'ai traversée, que j'ai rencontrée et que je souhaitais partager avec vous. Et enfin, la dernière étape, c'est qu'une fois que le livre est écrit, il ne vous appartient plus. Il appartient au public. J'ai encore en mémoire un professeur qui m'avait enseigné la chose suivante. Il disait que le grand Guillaume Apollinaire, l'écrivain Guillaume Apollinaire, était allé à la Sorbonne pour assister à une séance où vous étudiez son livre, Alcool. Au bout de 3 heures, il est sorti, il a dit « J'ai tellement appris sur mon livre ». Mais c'est un peu ça. Je pense qu'il faut, comme écrivain, ou comme artiste d'ailleurs, arriver au point où le public comprend tellement mieux le livre que vous, qu'il vous l'enseigne finalement. Et ça, en tout cas, pour les quelques témoignages que j'ai eus pour l'instant, j'avoue que voilà, les discussions que j'ai eues ici et là m'ont enrichi sur mon propre livre. Ce livre a pour thème principal la rencontre de mondes différents, d'univers différents, entre Tierno, un mathématicien émérite, et un charbonnier, tout sale, tout crasseux, tout dépenaillé. Et pourtant, de cette discussion va naître un compagnonnage qui va mener tout le livre. Entre le passé et le présent, le livre vous fait partir dans l'Égypte antique, du temps d'Akhenaton, en 1500, à peu près 1355 avant Jésus-Christ, il y a 3000 ans, entre le monde de l'art, de la culture, de la musique, des sciences, de la philosophie, de l'ésotérisme, de l'occultisme pour certains, de la spiritualité, de la religion, le réel et le mystique. Il vous fait voyager également de l'Afrique à l'Europe, à l'Océanie, à l'Asie. Ce livre, en réalité, essaye de prendre plusieurs choses différentes, plusieurs entités différentes, pour essayer d'en trouver un plus petit multiple commun ou un plus grand commun diviseur, ça dépend, en s'élevant toujours suivant la phrase de Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge. En tout cas, j'ai essayé à travers ce livre de partager un petit peu mes expériences. Ce n'est pas une autobiographie, je sais qu'on posera la question. En tout cas, pas au sens chronologique du terme, même si j'ai beaucoup donné de moi-même. Mais en tout cas, j'ai essayé à travers ce livre de faire une résonance à ce que disait l'ancien président Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà, je vous remercie beaucoup et merci.